Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont connectées. Est-ce que quelqu'un pourrait dans le chat m'indiquer si vous m'entendez bien? Parce que moi, je vois votre présence, mais je ne vois pas forcément si vous m'entendez bien. Ah, excellent. Excellent, très bien, parce que j'ai mis un micro de façon à ce qu'on ait un bon son. Donc, merci Fabien, merci Katia, merci Fanny, merci à tous. Donc, bonjour, bienvenue pour le premier webinaire que j'anime. Ça fait plusieurs mois que sur les réseaux sociaux, je dis que je vais faire des webinaires. Et puis, lors du dernier salon Solutions Ressources Humaines, j'ai animé cet atelier où il y avait tellement de monde qui était inscrit que des personnes ont pu s'asseoir, d'autres personnes se sont assises sur le sol, d'autres sont restées debout, et d'autres sont restés dehors et n'ont pas pu assister. Donc, je me suis dit, eh ben, c'est bien de démarrer cette série de webinaires. Et j'ai choisi un sujet qui est d'actualité en ce moment, c'est comment renforcer les formateurs et concepteurs. Alors, plus spécifiquement interne, mais tout ce qu'on va voir ensemble concerne tous les formateurs. Donc, sur Livestorm, vous avez un espace de chat que je regarderai régulièrement, un espace de questions. Donc, je vous propose, si vous avez des questions ou des attentes, de les noter. Et puis, j'ai prévu aussi un espace de sondage et pour en savoir un petit peu plus sur qui vous êtes. Et je vais essayer, dans le temps dont on dispose, de répondre à toutes les questions. Mais bien évidemment, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, je le ferai après, soit en direct, soit via les réseaux. Alors, euh, ce que je constate, moi, en intervenant avec un grand nombre d'interlocuteurs, c'est que le constat qui est fait par les organisations, les managers, les apprenants, mais aussi les formateurs et responsables formation, c'est qu'il y a besoin de faire évoluer les dispositifs. Donc, ma présentation va être en 5 grandes étapes qui sont en bas à droite. Donc, qui est-on? Ce qui a changé, et c'est important de voir ces dernières années ce qui a évolué. Ce qui doit changer, mais aussi pas changer, parce que quelquefois, le changement n'est pas forcément efficace. Et puis, je vais partager avec vous des pratiques et des solutions de façon à ce qu'on puisse voir comment s'y prendre, parce que une fois qu'on a dit on doit changer, souvent il y a un écart majeur. Alors, euh, voici quelques éléments nous concernant. Donc, Ecos Concept existe depuis maintenant près d'une trentaine d'années, 1991. Et puis, donc, moi, je vais me focaliser sur la zone du milieu. Mais ce qui est important, c'est de voir que on est avant tout des formateurs et qu'au quotidien, nous animons des formations avec un grand nombre de participants. Et ce qui est intéressant, c'est que durant les pauses, durant l'heure du déjeuner, on a beaucoup de retours sur ce qui est fait par nos collègues, par nos confrères, en interne ou en externe, et ça permet régulièrement de mettre à jour la pratique. On intervient sur un grand nombre de sujets. Alors, ensuite, au fur et à mesure des années, on a développé en haut à droite un certain talent à la conception. Donc, on fait du design pédagogique, c'est-à-dire créer des dispositifs. On conçoit des modules de formation, et puis, et ça c'est historique chez Ecos Concept, on crée des jeux et des modalités actives. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a aussi un parcours dans le digital. Je vais y revenir après, mais on a co-créé des SPOC et on anime un certain nombre de sujets intégrant du digital. Et puis, comme on est à l'ère du social learning, je vous ai mis un lien vers LinkedIn, mais je pense qu'un grand nombre des personnes présentes sont déjà inscrites. Et puis, j'ai créé il y a 2 ans et demi un meet-up qui s'appelle Réinventer la formation en présentiel. Et je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites. Mais si vous voulez vous inscrire à ce meet-up qui a lieu à peu près toutes les 6 semaines le soir sur Paris, vous êtes les bienvenus. Je vous ai mis le lien, sachant que le prochain meet-up va être la suite de comment survivre à un groupe d'apprenants, car les apprenants sont des gens formidables, mais il y a des fois, il faut développer un certain talent à les gérer. Alors, voici un exemple des clients avec qui nous travaillons. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce slide? Eh ben, tout ce que je vais dire doit être adapté en fonction de l'environnement. Dans certaines organisations, ce que je vais présenter est déjà en place. Dans d'autres, on est vraiment à l'âge de pierre, voire au démarrage. Et puis, on ne fera pas les mêmes formations dans la distribution, dans l'industrie, dans les services, dans le secteur public. Donc, ça va être important de l'adapter. Mais c'est bien en travaillant avec un grand nombre de clients très différents
qu'on a pu identifier un certain nombre de bonnes pratiques. Donc voilà, ça c'est la fin de la promo nous concernant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc, j'ai fait un choix. Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Bonjour Hichem. Je vois qu'il y a des personnes qui se sont connectées, donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais présenter des éléments, mais je vais essayer de créer de l'interactivité. Mais au départ, je vais un peu présenter le sujet. Donc, ce qui a changé, on a eu l'arrivée, et il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, du digital learning. Alors, on a eu le e-learning dans les années 2000, mais on a actuellement le digital learning qui est présent et aussi beaucoup d'innovations pédagogiques. Et c'est intéressant de voir que souvent, ces innovations existent depuis longtemps et certaines réellement vont changer les choses. Alors, je vous ai mis ici un fleury d'innovation digitale, le mobile learning, la réalité virtuelle, le webinaire qu'on est en train de faire ensemble. Et puis, par exemple, la classe inversée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la classe inversée, le principe, c'est autant faire avec les apprenants des choses utiles, pratiquer, échanger. Mais, et on l'a tous vécu en tant que formateur, quand on envoie à l'avance à nos apprenants des choses à faire, à regarder, à lire, eh bien, on peut dire que pour l'instant, la pratique réelle de la classe inversée nécessite d'être accompagnée. Donc, tout ça, c'est très bien, mais on aura besoin, dans les organisations, d'accoutumer les formateurs, mais aussi les apprenants, parce que beaucoup viennent en formation un peu en mode consommateur. Mais ces éléments-là sont présents, et donc, juste pour vous montrer notre pratique, donc j'ai créé et j'anime avec Youno 3 SPOC, et c'est intéressant de voir la façon de fonctionner quand on est dans un SPOC, avec en même temps des vidéos qui sont vues, la possibilité de répondre aux commentaires et de corriger les exercices, et aussi d'échanger lors de classes virtuelles. Et pour ce faire, moi j'utilise Zoom. Là actuellement on est sur Livestorm, mais on a aussi d'autres plateformes qui sont à notre disposition. Bonjour Evan, telles que Storms, qui est plus un outil pour les facilitateurs. Bon, Klaxoon, qui maintenant est très connu, même si j'allais dire qu'il est tellement très connu que moi je rencontre des clients qui finalement mettent plein de Klaxoon. Alors c'est très bien, mais si on en met trop, on passe un petit peu à côté de l'essentiel. Et puis Talentsoft, qui est une plateforme comme 360 Learning, qui permet de créer ses propres formations. Donc, c'est un outil très important à condition de bien l'utiliser. Et actuellement, il y a beaucoup de commanditaires qui connaissent mal le monde de la formation et qui pensent qu'il n'y a qu'à digitaliser une formation. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, deuxième élément qui a changé, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est le serious game, la gamification, le jeu. Alors, je vous ai mis une courbe que j'aime bien, c'est la courbe de la hype, la courbe de la mode. Au début, personne ne connaît, et puis tout à coup, c'est génial, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas si extraordinaire que ça, donc ça redescend. Et puis si l'outil continue, on se rend compte que quand c'est bien utilisé, ça fonctionne. Et actuellement, le serious game et la gamification, vous avez des acteurs qui ont du recul, et on en fait partie. Et puis régulièrement, je rencontre sur les salons des gens qui disent le jeu, c'est génial. J'étais hier en conférence avec un client qui me disait on a fait faire un jeu par un game designer et je lui ai demandé et alors, mais elle me dit le jeu il est pas bon quoi, parce que on s'improvise pas, concepteur pédagogique, entre faire un jeu et s'en servir dans la formation, c'est un vrai métier. Donc ce qui va être important dans la gamification pédagogique, c'est tout ce que l'on peut utiliser pour rendre la formation plus efficace. Alors vous avez ce qu'on appelle les briques ludiques, qui sont des éléments qu'on va mettre dans la formation. Vous avez après, la gamification permet de travailler le scénario pédagogique. On n'apprend pas à jouer en lisant les règles. On apprend à jouer avec différentes étapes qui permettent progressivement de rentrer dans le sujet. Et quand on regarde comment on démarre dans un jeu, ça permet de faire le lien et de montrer à des experts qu'il ne suffit pas de faire jour 1 théorie, jour 2 pratique. Le troisième point, c'est le développement des compétences. Le jeu permet de faire, de refaire, de travailler, de revenir dessus. Et puis un point très important, c'est que la gamification permet d'illustrer le fait que quand on se voit prendre qu'on progresse, on a envie d'aller plus loin. Et tous ces éléments sont extrêmement utiles. Donc le but, c'est pas de mettre du jeu, mais le but, c'est bien de se servir de la gamification pédagogique pour rendre nos formations plus efficaces. Et ça, effectivement, c'est une grosse demande, mais entre on veut rendre nos formations plus efficaces et la réalité, il y a souvent un écart.
Alors, je continue sur l'état des lieux, les attentes aussi. Alors, c'est un modèle que j'aime bien, le modèle de Kirkpatrick, et je trouve qu'il est très intéressant, c'est qu'avant, la formation, c'était est-ce qu'ils sont contents à la fin? Alors, c'est bien, c'est important, mais après tout, un formateur sympa peut avoir des bonnes évaluations et il n'y a pas d'apprentissage ou de transfert. Le rôle de la formation, c'est de permettre aux personnes, en termes d'apprentissage, soit de formaliser ce qu'elles faisaient déjà, soit de comprendre ce qu'elles doivent faire autrement, soit de découvrir des choses nouvelles pour être capable, après la formation, de faire et de mettre en pratique pour qu'il y ait un transfert et que ça atteigne des résultats. Ce qui implique des méthodes pédagogiques autres que je vous présente. Alors, si on regarde, moi j'ai juste fait quelques éléments. Alors, pour ceux qui regardent cette présentation, en haut de l'écran à droite, vous avez un petit icône qui vous permettra de télécharger ma présentation, comme ça vous l'aurez après. Donc, si on regarde les dirigeants, de plus en plus, ils ont compris que la formation est un levier. Alors, beaucoup manquent de repères sur ce que c'est que la formation. Alors, beaucoup croient que c'est soit du slide, soit c'est du digital. Les managers ont bien compris l'intérêt d'associer la formation au développement de leurs collaborateurs. Alors certains sont véritablement des parties prenantes, d'autres sont encore en mode tu vas aller en formation et puis quand tu es revenu, bon, c'est bon, tu t'es bien reposé, allez maintenant on retourne au travail. Mais si on se focalise sur les deux à droite, les apprenants, leurs demandes ont vraiment évolué. De plus en plus, ils veulent être acteurs, ils veulent que ça leur serve parce que quand ils viennent en formation, leur travail ne s'arrête pas. Et puis, de plus en plus, ils veulent des formateurs qui pratiquent. Et non pas qu'on pratiquait il y a 5, 10, 15 ans, mais réellement qu'on une pratique, et pas pour autant des formateurs qui vont leur dire c'est comme ça. Et puis, les responsables formation, on voit bien que les réformes, les amènent à passer de je pilote des budgets à je mets en place des projets pour développer les compétences et les capacités. Alors, il y a toujours eu des responsables formation qui faisaient ça, et on peut dire que c'est la majorité de nos clients, mais de plus en plus, un responsable de formation doit devoir piloter des dispositifs et faire monter en compétence les formateurs parce que ça permet de justifier de son existence. Et j'étais récemment avec un responsable de formation qui me disait, alors je comprends bien l'intérêt de faire monter mes formateurs internes, mais quand je vois les prestataires externes qui sont plutôt des groupes de formation, ça m'étonne que je sois amené à devoir aussi faire monter leurs compétences. Alors, juste pour conclure sur ce qui a changé, moi je constate que les objectifs ont changé aussi. Et si vous remarquez, ça c'est de nouveaux visuels qu'on a mis en place. On n'est plus sur former aux méthodes projet, on est sur réussissez vos projets. Et de plus en plus, la formation va être sur comment rendre les apprenants capables d'eux. Alors, on va avoir une disparition des formations théoriques. Alors, attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas donner durant nos formations des repères méthodologiques, un peu de théorie, etc. Mais le but n'est pas qu'ils sachent tout sur le sujet, mais bien qu'ils soient capables de réussir, de faciliter les changements, de les accompagner, de limiter les difficultés rencontrées. Ce qui implique de la part des concepteurs pédagogiques et des formateurs, non pas de partir du sujet, mais de partir de ce qui sera utile pour. Donc, si on regarde, voilà les principaux éléments. Est-ce que vous en voyez d'autres? Donc, dans le chat, alors j'ai fait un choix, mais est-ce que vous voyez d'autres éléments majeurs qui ont changé, qui font que la formation doit changer? Donc, ça me permet de voir si je n'ai pas que des personnes qui ont été déconnectées. Allez-y, alors, à votre avis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Ouais, les activités physiques, effectivement. Autre point? Les espaces d'apprentissage. On a maintenant des espaces dédiés. Les entreprises ont bien compris l'importance d'avoir des salles de réunion un peu plus sympathiques que la grande table ovale où on est tous serrés. Est-ce que vous voyez autre chose? Alors, je pense qu'il y a un petit décalage, donc je vais continuer, mais je vais regarder ce que vous mettez. Alors, la variété dans les styles d'apprentissage, effectivement, beaucoup de formateurs et de concepteurs ont pris conscience du fait que, comme on a tendance à reproduire ce que l'on connaît,
c'est important d'en prendre conscience, les autres façons d'apprendre de façon à pouvoir des jeux, ouais, effectivement, des outils, ne pas s'ennuyer. Après tout, le cours à l'ancienne a un peu vécu, même si on a tous assisté à des super cours. Le digital, la prise de conscience, ah bah ça y est, ça arrive. Alors, les parcours, oui, des parcours, effectivement, je viens avec un besoin, je veux repartir dans la formation, non pas en sachant tout, mais en ayant la réponse. Alors, justement, si on regarde, pour moi, dans la conception, il y a deux choses qui doivent évoluer. Alors, trop souvent, la conception est vue comme la conception pédagogique, ma formation. Mais des concepteurs prennent des contenus et puis essayer de les découper pour en faire quelque chose d'utile. La conduite de projet, ça va être en lien avec les commanditaires et les métiers, d'identifier dans la masse d'informations importantes ce qui sera utile, utilisable et utilisé. Car quelquefois, on a des ressources énormes, voire même trop. Et puis de créer un véritable dispositif. D'accord, on fera une formation d'une journée, mais après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas embarquer les managers pour animer des ateliers? Et si on veut les embarquer, comment faire pour qu'ils le fassent? Et puis aussi des ambitions adaptées. Quelquefois, on a des rêves de dispositifs alors qu'on a des apprenants qui sont très peu disponibles, d'où la frustration. Et puis, le dernier point dans la conduite de projet, c'est aussi de faire comprendre que digitaliser une formation qui a été mal faite en présentiel, ça sera encore plus horrible. C'est déjà pas terrible. Si c'est déjà pas terrible en présentiel, si les gens décrochent, en digital, ça va être affreux. Donc déjà, retravailler la formation pour lui donner plus de valeur et après voir ce qu'on va digitaliser. Et puis, dans la conception pédagogique, prendre l'habitude non pas de démarrer par « je conçois la formation », mais d'abord, quand on me demande « on veut une formation au changement », qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi de la demande? Alors, on va retrouver la notion de conduite de projet. On va voir aussi comprendre les mécanismes de transmission et d'apprentissage. Il y a encore beaucoup de concepteurs pédagogiques qui sont des experts, qui connaissent très bien leur sujet, mais qui n'ont pas forcément d'approche ou de recul sur comment on apprend, comment on transmet. Et puis, bien évidemment, partir du besoin. Si je dois former des commerciaux sur la prospection, la formation doit être là pour les rendre capables d'eux, mais en sachant bien que peut-être qu'ils le font déjà ou qu'ils ne le font pas, donc on ne va pas travailler sur les mêmes sujets. Et puis, effectivement, doser l'usage de la gamification, parce que si votre formation n'est pas très efficace, rajouter trop de jeux, rajouter trop de boîtiers de vote, ça va rendre ça moins pire, mais pas forcément plus efficace. Voilà, donc ça, dans la conception, et souvent, les concepteurs sont conscients de ça, mais ils ne voient pas forcément comment en sortir. Avec tout le contenu que j'ai, comment faire? Il y a aussi un autre lot qui va être important de changer, c'est dans la pratique des formateurs. Et on va bien naviguer entre les trois rôles. Oui, on doit garder notre rôle d'expert. On a le droit, c'est même positif, à un moment donné, de présenter pendant quelques minutes les retours d'expérience, les bonnes pratiques. À condition de séquencer ces apports, d'avoir des activités de transfert, de susciter les échanges. Vous avez ensuite un autre rôle au milieu qui est le rôle d'animateur. Créer un dispositif, créer un scénario, avoir des activités qui vont permettre effectivement que les apprenants soient actifs. Attention, s'ils sont tout le temps actifs, ils vont être fatigués. Par moment, les laisser réfléchir, échanger entre eux, sans forcément qu'il y ait d'activité forte, est un bon moyen de faire. Et puis, vous avez à droite le fait d'être capable d'adapter ce qu'on est en train de faire en fonction des apprenants. Vous avez dans votre groupe quelqu'un d'expérimenté, 2 néophytes et 3 qui sont moyens par rapport au sujet, être capable de doser ses actions pour qu'à la fin de la formation, chacun ait progressé. Alors, ça, c'est un vrai changement de pratique pour des formateurs qui viennent du sujet. Car beaucoup de formateurs internes sont des personnes qui sont expertes de leur sujet, mais qui n'ont pas forcément pris de recul sur ce qui était important, donc elles ont tendance à tout présenter. Et dès qu'on commence à travailler la scénarisation et la posture qu'on doit avoir, tout de suite, c'est plus facile. Même si, pour beaucoup de formateurs, c'est un vrai changement. Donc, ils sont d'accord intellectuellement. Par contre, dès qu'ils sont face à un groupe, ils vont retourner dans la modalité d'expertise. Donc, voilà les deux grands lots. Alors, on est d'accord, sauf que qu'est-ce qu'on constate, et pour l'avoir fait un certain nombre, on va dire aux formateurs, écoutez, on va faire évoluer nos pratiques.
Et là, on s'attend tous à ce qu'on appelle le saut de Tarzan, c'est-à-dire ils vont tous faire youpi, génial, formidable, mais oui. Eh bien, c'est rarement le cas, et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Alors, je vous ai mis quelques éléments qu'on utilise en conduite du changement, qui sont les réactions. On a tous, par rapport à un sujet, des réactions. Alors, vous présentez le fait qu'on va digitaliser, ou on va faire de la pédagogie active. Vous pouvez avoir des personnes qui sont dans le déni. Oh ben moi, ça va. Ah, moi, mes apprenants, non, ça va, bon, oui, ils prennent des notes et tout va bien. Et effectivement, vous avez des personnes qui sont convaincues qu'il n'y a pas besoin de changer. Alors, voire même quelquefois, ils vont vous dire qu'il faudrait changer les apprenants. Il faudrait que les apprenants soient à l'écoute, il faudrait qu'ils soient motivés, il faudrait que... Après, vous aurez des personnes en résistance. Très souvent, parce qu'on leur a proposé un futur formidable. Hein, on va faire que du collaboratif. Alors, moi, je trouve en tant que formateur, quelquefois, il faut résister aux fausses bonnes idées. D'accord? Puis, vous aurez des personnes, et c'est tant mieux, qui vont être dans l'exploration. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Attends, mais finalement, ce que tu me proposes, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qu'on doit changer ou pas changer? Et puis, vous pouvez avoir aussi, dans votre groupe, des personnes dans l'engagement, soit elles font déjà, soit ça leur parle déjà, soit les gens ont déjà fait ce chemin. Alors, j'attire votre attention sur le risque, non pas de l'engagement, mais de, on va dire, l'adhésion sans réfléchir. Hein? Le digital, c'est génial, la réalité virtuelle, c'est génial, c'est formidable, etc. Sans avoir vraiment réfléchi à ce que ça amène, ce que ça implique, est-ce que c'est bien ou pas bien. Donc, notre rôle en tant que formateur ou responsable de formation ou personne accompagnant des formateurs ou des concepteurs, c'est de prendre conscience de là où ils en sont, pour certains, de les amener à sortir du déni. Effectivement, quand on fait que du descendant, au bout d'un moment, on perd les apprenants. Pour d'autres, ça va être de leur apprendre à résister. Oui, à ce moment-là, mettre du jeu, c'est pas une bonne idée. Gardez l'activité que vous aviez, on va juste la séquencer différemment. Et puis, explorer avec eux les différentes possibilités. Et puis, à ce moment-là, parmi plusieurs choix, prendre l'activité ou la façon de faire la plus adaptée. Hein, si on met que du jeu durant la formation, c'est un engagement raté. On va peut-être mettre du jeu au démarrage pour lancer la formation, après le déjeuner, puis à un moment donné pour s'entraîner. Donc, on doit aussi nous-mêmes, en tant qu'accompagnateur, être capable par rapport à une nouveauté pédagogique, d'avoir cette résistance exploratoire qui est de se dire ça a l'air bien, mais est-ce que c'est réellement bon? Et puis, est-ce que finalement, les apprenants, ils ont l'habitude? C'est-à-dire, du jour au lendemain, si vous avez des formations plutôt descendantes et classiques, et que vous arrivez avec une pédagogie débridée, je pense que ça va mal se passer. Donc voilà, c'était par rapport aux réactions qu'on peut avoir, qui sont tout à fait normales. Et comme le dit Evan, effectivement, alterner, voilà, hein, un peu de tout. Il y a eu un très bon post hier sur LinkedIn sur un repas, si on fait le lien avec un repas et une formation, et on était bien, si en entrée, il y a du taboulé, en plat, il y a du couscous, et en dessert, il y a un gâteau de semoule, ça risque de faire un peu trop. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris qu'il y avait différentes réactions, ce qui va être ce que l'on peut faire. D'accord? Alors, je regarde si est-ce qu'il y a des questions. Pour l'instant, personne ne m'a posé de questions. Alors, soit c'est une bonne nouvelle, soit ça veut dire que je vous ai tellement assommé que vous ne vous avez plus bougé. Ah, je vois Louis qui est en train d'écrire. Non, c'est très clair. Ah, bon, bah, bonne nouvelle. Oui, effectivement, Carole, il faut diversifier. On boit tes paroles. Alors, Isabelle vient régulièrement au meet-up. Donc, je vois différentes personnes, effectivement, bonjour. Alors, donc, une fois qu'on a pris conscience de ces différentes réactions, et on doit aussi travailler par rapport à nos commanditaires sur le fait de... il y en a qui sont dans l'engagement. Ah oui, alors, on va tout digitaliser, on va mettre que du jeu. Oui, oui. On doit avoir cette réflexivité de pouvoir se dire, d'accord, on va mettre du jeu, mais quel jeu? Et entre mettre 5 minutes pour nous rendre plus efficaces et jouer toute la journée, il y a un écart majeur. Beaucoup de gens résistent, non pas parce que l'idée n'est pas bonne, mais parce qu'on n'a pas assez cadré. Alors justement, donc ok, Isabelle dit oui, super. Alors, et comme il y a des personnes qui n'habitent pas Paris et qui, comme toi, ne viennent pas exprès de Tours, eh ben, maintenant j'ai décidé de faire aussi des webinaires. Alors, maintenant, quelles sont les solutions et pistes qu'on peut avoir? Donc,
déjà, il faut être conscient du fait que les situations peuvent être très variables. La semaine dernière, j'ai rencontré deux clients et véritablement, l'un de ces clients, ils ont déjà fait pas mal de choses et donc on va compléter l'existant. Et pour d'autres, sa demande, c'était, je dois faire comprendre à mes experts que présenter des slides pendant toute la formation, c'est pas de la formation, ça s'appelle de la présentation. Donc on va déjà identifier le point A, d'où on part, et le point B, où on veut arriver, quels sont les écarts, quels sont les moyens dont on dispose, et par quoi je démarre. Moi, je suis un fervent partisan de la stratégie des petits pas. Il vaut mieux travailler sur un sujet qui réussit et qui fait boule de neige que de définir le grand changement de on va mettre de la pédagogie active partout, et puis finalement personne n'adhère, et à part le concepteur, on se retrouve tout seul. Je vois régulièrement quand j'accompagne des groupes de formateurs, des concepteurs ou des formateurs qui ont créé leur truc, ils ont tenté de le présenter à leurs collègues qui n'ont pas adhéré, et il ne se passe rien. Donc là, je reprends un framework. Alors j'aime bien ce terme-là parce que ça fait riche. Un process, des étapes. Dans la conduite du changement, on va avoir deux choses. Il y a d'un côté le projet, à quoi je veux arriver, et puis d'un autre côté, on va avoir aussi le fait d'accompagner les personnes dans ce changement. Et moi, j'ai identifié qu'il y avait 4 grandes étapes. Le premier, c'est de cadrer, se préparer et préparer les personnes. Ensuite, commencer, et il vaut mieux commencer sur un petit sujet qui fonctionne que tout basculer, et puis aussi stabiliser. Et d'ailleurs, très souvent, une démarche consiste à d'abord stabiliser l'existant. Par exemple, quand je fais une formation sur la gamification pédagogique, je démarre très rapidement en demandant aux personnes les jeux qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent déjà. Alors, en général, pendant quelques secondes, il y a un grand silence, et puis très vite, les apprenants se rendent compte qu'ils ont plein de jeux qu'ils ont utilisés plus ou moins bien. Alors, question d'Evan, les dessins, tu les fais toi-même? Non, ces dessins, j'ai une graphiste, Aline Rollin, qui est formidable. Alors, le dessin à gauche, oui. Hein, vu la qualité, c'est le mien. Par contre, les dessins à droite, non. Je rêverais d'avoir cette compétence, mais je suis vraiment très mauvais, donc je préfère faire appel à des professionnels. Alors, si on regarde après, l'étape de cadrage qui est très importante avec un groupe de formateurs, ça va être de regarder un peu ce qui existe, les grandes évolutions, et puis de se mettre d'accord sur le constat de la situation actuelle. Et comme on est en France, je conseille de démarrer déjà par ce qui fonctionne, de faire le point de ce qui marche. On est très très bon pour se flageller, pour se fouetter, mais il n'y a pas besoin dans toutes les formations de tout changer. Quelquefois, changer un élément, effectivement, annoncer au démarrage de la formation, faire des pauses est largement suffisant. Et puis on va donc identifier ce qui va et ce qu'on devrait modifier et comment. Puis ensuite, on va se dire à quoi on veut arriver. Ah, Katia dit « Je suis en Belgique ». Alors oui, alors je vais parler de nos amis francophones. Alors, voilà, donc, et ça c'est un point important, et je vais vous montrer après 2 ou 3 exemples de démarches, et vraiment, dans chaque action, regarder l'existant, regarder ce qui a déjà été fait, et s'appuyer sur les retours d'expérience est un élément clé. Hein. Dire tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça va pas. C'est déjà pas bon, c'est rarement le cas. Essaye de bien faire. On souvent fait des choses efficaces, mais manquant de repères, ils peuvent être passés à côté. Ils ont animé un jeu, ça s'est bien passé, mais ils n'ont pas bien géré le débriefing et le transfert. Ben, on va juste travailler sur ce qui manque. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qui va être important, ça va être l'étape d'après, de se dire, d'accord, maintenant, démarrons par l'existant. Prenons un sujet, commençons par des gains rapides, prenons un exemple, travaillons-le. À ce moment-là, on va mettre en place des ateliers, des formations, de l'accompagnement, de façon à rendre les formateurs et les concepteurs capables d'eux. Puis on va intégrer 1 ou 2 nouvelles modalités. Très bien, on veut un jeu, on veut un atelier, et puis surtout, accompagner les acteurs, alors que ça soit fait en interne ou en externe, parce qu'on sait très bien que la formation est un moment, mais ce qui va faire la réussite, ce sont les étapes d'après. Et puis, point très important à faire régulièrement, moi j'accompagne des collectifs de formateurs, c'est important d'avoir ces demi-journées ou ces journées dans lesquelles on se réunit, et puis on échange sur les bonnes pratiques, on fait le point, et c'est d'autant plus efficace si les formateurs et les concepteurs ont des repères.
Je parle souvent de la méthode du 10-20-70, qui est une méthode ancienne qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de gens croient que on apprend 10% des formations formelles, 20% en échangeant avec nos pairs, 70% par la pratique. Oui, on apprend par la pratique à condition d'avoir des repères. Donc le rôle de la formation n'est pas forcément uniquement d'apprendre des choses nouvelles, mais c'est aussi et surtout de formaliser ces pratiques. Et une fois que des formateurs et concepteurs ont des pratiques partagées, et ben après, quand ils échangent leurs expériences, c'est beaucoup plus efficace. Donc, voilà, ce qui va être important, c'est effectivement de doser ça, et la phase de cadrage, de comprendre ce que l'on doit faire est très important. Alors, j'ai prévu après quelques exemples illustrant des projets qu'on a réalisés, ce qui nous laissera après du temps pour échanger, pour partager, pour voir ensemble. Alors, je vous montre un exemple. Alors, volontairement, j'ai anonymisé ces situations, mais je pense que ça va parler à tout le monde. Voilà, vous avez dans une société, alors, parce que vous avez la formation, développement des compétences, mais vous avez aussi un aspect important qui sont toutes les formations en lien avec les projets. Formation sur les outils, les logiciels, etc. Et le constat qu'a fait ce client, c'est que les lots formations, c'était avant tout des copies d'écran et que les formateurs qui étaient chargés de déployer ces formations souffraient énormément, les apprenants, enfin tout le monde souffrait. Donc, la démarche qu'on a mis en place, c'est justement d'auditer 3 lots précédents pour regarder, et c'est là on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des choses qui étaient très très bien faites, et puis des horreurs pédagogiques. C'est-à-dire, véritablement, c'était pendant une demi-journée, je montre des photos comme quand on rentre de vacances et qu'on montre pendant des heures les photos à nos amis qui sont enchantés par les 3 premières photos et désolés par les 150 suivantes. Puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'actions avec les chefs de projet et leurs équipes pour les faire monter en compétence sur ce que c'est que de créer un lot formation dans un projet. Ensuite, on a accompagné sur 2 projets en cours en apportant de l'aide aussi bien en assistance à maîtrise d'ouvrage qu'en assistance à maîtrise d'œuvre. On les a laissés avancer parce qu'ils avaient la compétence technique. Et puis ensuite, on a animé des ateliers qui ont permis de formaliser les bonnes pratiques pour ensuite avoir des lots formation plus efficaces et qui permettent d'atteindre des résultats. Rappelez-vous, Kirkpatrick, le but dans une formation que l'on fait en accompagnement d'un projet de transformation, c'est pas que les apprenants sachent que l'outil existe. C'est qu'ils soient capables très rapidement de mettre en place, de réussir. Des questions par rapport à cette situation ? Je pense qu'elle doit parler à un grand nombre de personnes présentes. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Je regarde si... Voilà, est-ce que vous avez des... Je vous laisse quelques secondes de réaction. Je pense qu'il y a toujours quelques secondes. Oui, 300 slides pour une formation finance. Alors, oui. Effectivement, il y a des fois, on a des horreurs pédagogiques. Oui. Et quelquefois, l'expert est très content de vous montrer ces 300 slides écrits tout petits, dans lesquels il a tout mis. Evan, je vois que... D'accord. Pendant ce temps-là, je passe à un deuxième sujet qui, lui, est un peu complémentaire au précédent. Vous savez, le fameux référentiel. Le référentiel fait par un expert dans lequel on a ce qu'on appelle la couverturite. Alors, la couverturite, qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos amis québécois qui disent la couverturite, c'est un expert qui veut couvrir tout le sujet. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le but, c'était que les managers déploient un référentiel dans les équipes de façon à améliorer les bonnes pratiques actuelles. Sauf que l'expert était parti du fait de, en présentant les bonnes pratiques, les gens vont être meilleurs. Et finalement, il présentait les bonnes pratiques. Donc, là, nous sommes intervenus, ça a été d'abord par rapport à l'équipe projet qui était composée d'experts, de les faire monter en compétence sur... Attendez, quand on a un contenu, on ne démarre pas par le contenu. On démarre par le besoin, ce qui va être utile, ce qui pose difficulté. Le référentiel est là pour donner des repères, mais ce n'est pas pour autant que les gens sur le terrain ne l'appliquent pas déjà.
Donc, plutôt que de passer 3 jours à présenter le référentiel, autant travailler les 5 ou 6 situations à améliorer au quotidien en se servant du référentiel. Nous sommes intervenus, alors j'ai fait un lien avec des rôles dans l'agilité, ça va parler à ceux qui connaissent. On a eu un rôle de product owner, c'est-à-dire qu'on appelle le PO. Faire le lien entre les concepteurs, les développeurs et les personnes du métier et le besoin. Il y avait réellement besoin de les faire parler. Et puis aussi le rôle de Scrum Master et de coach agile, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient capables, suite à notre présence, de pouvoir le faire. Alors, pour ceux qui pratiquent l'agilité, j'ai juste mis ces mots-là pour montrer que c'est un rôle qu'on doit avoir. C'est-à-dire quand on accompagne des formateurs, il faut aussi les rendre capables après de pouvoir faire en mettant en place des rituels, en mettant en place des cérémonies qui vont permettre de les faire monter en compétence sur le dispositif, la pédagogie, la gamification et l'animation. Puis on les a accompagnés à concevoir un parcours, et là ils avaient un partenaire digital dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est un grand du secteur, et on s'est retrouvé à co-construire avec la personne de chez eux qui était spécialiste du présentiel. Et là, on a compris que la spécialiste du présentiel, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'était quelqu'un de charmant, de formidable, de très sympa, mais qui a dit dès le départ, moi, je sais animer des ateliers d'1 heure avec du digital. Et avec cette coordination avec le partenaire digital, et en travaillant avec ce partenaire et avec les métiers et avec l'équipe projet, on a effectivement conçu un kit. On a formé les formateurs, qui ont formé les managers, qui ont déployé, et ça a été un vrai succès parce que ça a permis non pas de présenter le référentiel, mais de faire en sorte, grâce au référentiel, d'améliorer les pratiques sur le terrain. Le partenariat, effectivement, arriver en disant je suis l'expert de la pédagogie, vous êtes des mauvais, je vais vous expliquer, on va faire table rase. Alors pas forcément dit comme ça, mais dans l'idée, c'est une hérésie. Moi, je pars du principe, quand j'accompagne des formateurs, que j'apprends toujours des trucs. D'ailleurs, j'ai toujours appris plein de trucs. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à mes apprenants, grâce à mes clients, grâce à mes partenaires. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, le jour où j'arrêterai d'apprendre et de me remettre en question, je change de métier. Mais véritablement, se mettre en co-construction et apporter ce qui est nécessaire, recadrer quand il y a besoin, est une vraie valeur ajoutée. Et on retrouve bien les 3 rôles. Expert de mon sujet, je connais mon sujet, j'ai du recul. Animateur, je mets en place des dispositifs, mais aussi j'accompagne, je challenge, je suis protecteur dans certains moments, je challenge quand je pense qu'il y a une difficulté. Et enfin, 3e exemple, et c'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Le tutorat, le mentorat, beaucoup de choses se font en salle, mais beaucoup de choses se font aussi au quotidien. Et ça va être de plus en plus important de faire monter en compétences des personnes qui vont animer des formations, des ateliers, mais aussi de l'accompagnement individuel. Et dans l'exemple que j'évoque, situation, 70 experts qui interviennent et qui accompagnent sur l'ensemble du territoire des collaborateurs. Le constat, c'est que les pratiques ne sont pas homogènes. Certains le font de façon très efficace, d'autres profitent du temps où ils sont là pour montrer à l'autre comment il faut faire, voire même font son travail. Donc temporairement, l'efficacité augmente et très vite, ça redescend. Sauf que ce que j'avais découvert, c'est que le client avait déjà essayé plusieurs choses et que ça n'avait pas marché. Donc moi, j'ai demandé à accompagner sur le terrain 4 experts représentatifs et j'ai vu que pour la plupart, ils tentaient de bien faire, mais qui n'avaient pas forcément de bonnes pratiques, qui s'y prenaient pas et qui se disaient « puisque j'ai pas beaucoup de temps, j'enlève la pratique, j'enlève les échanges, j'enlève le transfert ». Et donc après, lors d'une réunion trimestrielle des 70 experts, pendant 2 heures, j'ai animé un atelier. Alors, moi, je sais animer des ateliers avec 70, 200, 300 personnes. Et ce sont des pratiques pédagogiques spécifiques dont l'objectif n'était pas de les former, mais de les embarquer. Vous imaginez, au début, j'arrive dans la salle, les 70 savent que je vais leur parler pédagogie. Alors, il y en avait 4 qui étaient déjà un peu convaincus, vu que je les avais déjà rencontrés. Et très rapidement, je les ai embarqués. Et d'ailleurs, à la pause de ces 2 heures, les 4 managers régionaux sont venus me voir en disant « c'est gagné ».
non pas parce que je leur ai dit je vais vous apprendre, mais parce que je leur ai montré que j'allais les aider. Puis après, il y a eu des formations actions par groupe, et ensuite on en a profité pour co-construire des nouvelles modalités, et à chaque réunion trimestrielle, pendant une demi-journée, et ça a duré pendant 1 an, j'intervenais en réactivant ce qui a été vu, en les faisant partager, en leur apportant des nouveaux éléments. Et puis ensuite, il y a une troisième journée où on a été plus loin. Et le fait d'avoir ce dispositif a permis effectivement que sur les 70, ceux qui étaient déjà dans la démarche aillent plus loin, que ceux qui étaient pas loin de la démarche s'y engagent, et que ceux qui étaient loin de la démarche comprennent par quoi il fallait passer. D'ailleurs, pour l'information, cette année, il y a un nouveau groupe que je vais accompagner parce qu'ils ont recruté des nouvelles personnes, et c'est intéressant de voir que la démarche continue. Voilà. Donc, pour conclure, et c'est ce que je voulais présenter dans ce webinaire, quand on va renforcer les pratiques des formateurs et des concepteurs, ce n'est pas forcément de la formation de formateurs. La formation de formateur à l'ancienne, où j'apprends à faire un slide et à l'animer, peut être utile, mais ça va être aussi comment apprendre à accompagner le changement. Et d'ailleurs, une bonne formation doit être un accompagnement entre j'arrive et je repars, je dois avoir changé mon point de vue, mes pratiques, je dois avoir identifié. Ensuite, on va avoir concevoir une formation, la gamification, etc. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est dans le chat, si vous avez des questions, d'y répondre. Et puis, allez aussi dans le sondage, où vous avez un certain nombre de questions que je vous ai posées, et de façon à être qui vous êtes. Et puis donc, la parole est à vous. Il nous reste encore 5-10 minutes. J'ai fait ce que j'avais prévu. Si vous avez des questions, je suis preneur, parce qu'après tout, c'est aussi l'intérêt d'un webinaire. Vous avez noté un certain nombre de choses, sachant que la vidéo sera disponible après et que vous pourrez la revoir. Isabelle, trop fort, pas de questions. Alors Isabelle, ça va se voir que tu travailles avec moi. Non, Isabelle ne travaille pas du tout avec moi. Elle vient régulièrement au meet-up et c'est toujours un vrai plaisir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des points ou des éléments que vous souhaitez que l'on partage ensemble? Sachant qu'a priori, le prochain webinaire qui aura lieu au mois de mai sera sur la gamification pédagogique. Voilà, parce que je rentrerai dans ce sujet parce qu'il y a des choses à partager. Alors, yes, vivement. Est-ce que vous avez des contacts de sociétés qui... Alors, quand vous dites game, Vanessa, il y a deux... Alors, moi, il y a très longtemps, je faisais beaucoup d'événementiels. Alors, j'en fais toujours quand on me le demande. Ah, des jeux de cartes, des jeux de plateau, des escape games. Alors, le mieux, c'est de me recontacter parce que voilà. Donc, alors, vous avez ce qu'on appelle des game designers, qui sont des personnes qui savent créer des jeux. Les game designers travaillent sur la gamification qui est liée soit aux jeux vidéo, soit aux jeux, on va dire, physiques. La gamification a été déterminée parce que créer un jeu vidéo coûte très cher, et donc on a réfléchi à qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens jouent et rejouent. Après tout, si vous payez un abonnement à un jeu vidéo ou si vous achetez un jeu dans un magasin spécialisé ou dans le grand public, vous souhaitez faire en sorte, vous en tant que concepteur, que les gens rejouent. Donc les game designers vont faire en sorte de créer des jeux où il y a du plaisir à jouer et à rejouer, et qui vont être adaptés soit à des débutants, soit à des joueurs confirmés. Alors déjà, beaucoup de jeux qui sont créés ne trouvent pas leur public. Beaucoup de jeux vidéo, même avec des forts budgets, sont des flops. Mais attention, quand on utilise un jeu en formation, on doit utiliser un mauvais jeu. C'est-à-dire qu'on doit faire un jeu qui ressemble à un jeu, qui a le goût du jeu, qui va plaire aux joueurs, mais aussi aux non-joueurs. Donc, le conseil, c'est d'abord de bien travailler sur ce que je veux en termes de gamification et de jeu, et ensuite de voir quelle activité ludique va être utile. J'ai accompagné récemment un client qui avait fait construire un escape game, sauf que cet escape game était trop
escape et trop game. En réduisant considérablement l'attention, la pression et le jeu, on en faisait un véritable outil pédagogique. Donc oui, je connais des personnes. Alors, que pensez-vous de la réalité virtuelle? euh, Du bien, à condition que ça soit un vrai plus. Je travaille depuis des années pour le CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique, pour les 4 entités, et par exemple, pour intervenir en situation avec des radiations, c'est vrai que la réalité virtuelle, ça fait des années qu'ils le développent. Hein. La simulation, ça fait des années. Maintenant, quand on est en formation autre que ce type de sujet, il faut qu'il y ait un vrai plus. D'autant plus que la réalité virtuelle, moi j'ai essayé plusieurs fois, quand je mets un casque, au bout de 2-3 minutes, j'ai mal au cœur. J'ai peut-être des problèmes d'oreille interne, mais j'ai mal au cœur. Par contre, je pense que la réalité augmentée peut être intéressant. Hein. Donc, c'est une vraie réflexion. Pour l'instant, ça demande encore pas mal de matériel et d'installation. Donc, moi, je dirais, c'est intéressant, il faut le connaître. Je connais des partenaires qui les utilisent. Si ça vaut le coup, pourquoi pas? Sinon, l'imagination marche très très bien. Je suis un joueur de jeux de rôle, pour ceux qui connaissent. J'adore les jeux vidéo, c'est très sympa de voir devant soi un écran. Mais je fais aussi du jeu de rôle autour d'une table où un meneur de jeu raconte une histoire. Et ben les meilleures parties dont je me souviens, c'est celles où par mon imagination et quelques visuels, j'ai pu construire la réalité. Hein. Si on prend un cas, si le cas est trop réel, ça ne permet pas d'en faire une œuvre de formation. Ça devient un cas. Si à l'inverse, le cas est trop décalé, ça risque de gêner le transfert. Donc, ce qui va être important, ça va être le dosage. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on mette de côté ce sujet, et puis éventuellement, ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. Alors, je vois Vanessa, Dédé, vous voulez dire Donjons et Dragons? Est-ce que c'est ça? Oui, Donjons et Dragons. J'ai découvert Donjons et Dragons en 1981. Ouais, je suis super vieux. C'était Donjons et Dragons de base. Et là, je joue actuellement à la 5e édition et c'est un vrai bonheur. Il est 11h47. Moi, le deal, c'était qu'on arrête à 11h45. Donc, j'ai débordé d'1 ou 2 minutes. Donc, je vous remercie de votre participation. Très rapidement, le webinaire va être en ligne. Vous pourrez voir le replay. Je vais le communiquer. Vous pouvez télécharger ma présentation. Et puis, on se revoit sur LinkedIn. On se revoit dans nos meet-up. Et puis, si vous avez des questions, je vous ai mis mon numéro de téléphone. Donc, le prochain, au mois de mai, la gamification pédagogique ou comment bien utiliser le jeu, et c'est formidable le jeu, pour en faire un véritable outil de développement des compétences. Merci encore, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.